Bonjour, je m'appelle Lasconi. NYSYMB est l'acronyme de Ngombulu Yasangi Yaminabantu, prénom totémique Congo qui signifie le lion de la brousse qui dévora les braconniers. Je suis chercheur pluridisciplinaire, enseignant et globe-trotteur natif de la rive droite du fleuve Congo. Quand on parle de Cabral aujourd'hui, on parle d'une figure qui a eu la capacité d'unir 9 îles de Cap-Vert, 9 îles habitées, et plus de 28 groupes ethniques qui ne parlent pas la même langue. Pour rappeler, en 1951, il y a un recensement qui a été mené en Guinée-Bissau et des autres pays aussi. En Angola, c'est 3% des gens qui sont alphabétisés. Je le précise, alphabétisés. Parce que les gens qui ne sont pas alphabétisés, ils sont analphabétisés. Ils n'ont pas de droit d'aller à l'école. C'est très important pour démystifier la terminologie. Dans ce cadre, en Guinée-Bissau, au Cap-Vert, c'était 17% des gens qui ont la possibilité d'étudier. Mozambique, c'est 2%. Mais Guinée-Bissau, c'était 1% seulement. Mais c'est très important aussi pour rappeler qu'en Guinée-Bissau, il y a des gens qui maîtrisent l'écriture arabe. Ils ne connaissent pas l'écriture européenne. L'analphabétisation, le critère d'alphabétisation, c'était seulement pour savoir écrire en portugais. C'est aussi très important. Et la première question que je dois poser à tous nous, c'est pour réfléchir, à tous nous dans la salle, pour réfléchir l'héritage d'Amilcar Cabral. Parce qu'on a bien écouté la présentation du professeur Angela et du professeur Lasconi aussi. L'héritage d'Amilcar Cabral, c'est quoi pour nous? Comment est-ce qu'on peut utiliser l'héritage d'Amilcar Cabral, les luttes menées par Amilcar Cabral, mais pas seulement par Amilcar Cabral, des autres panafricanistes aussi, en commençant pour Marcus Garvey et des autres. Parce qu'il y a toujours les liens de pensée révolutionnaire. Et l'autre question aussi, c'est pour le professeur Lasconi, pour commencer. Quel a été le lien entre Amilcar Cabral, entre la pensée révolutionnaire panafricaniste d'Amilcar Cabral, parce qu'on savait qu'Amilcar Cabral a la possibilité de faire mis en contextualisation les théories de Marx, les théories de Lénine et des autres théories révolutionnaires aussi avant l'indépendance pour théoriser le panafricanisme révolutionnaire qui a une liaison directement avec la lutte de la libération. Il a été le premier nationaliste africain, le leader politique, à avoir théorisé l'acte de la lutte de la libération en tant qu'acte de la culture. C'est très important cet acte de la culture. Parce que nous savons qu'en Afrique, il y a des civilisations avant la civilisation européenne. Et professeur Lasconi, il est professeur en cette matière pour nous présenter un peu quel a été le principal héritage africain qui démontre notre civilisation qu'on a été volé pour les Européens. Et si Cabral était vivant aujourd'hui, est-ce qu'il va réclamer cet héritage dans les musées européens et américains? C'est une très bonne question parce que cela nous ramène à la conférence inaugurale que j'ai donnée lors de l'inauguration de la Black History Month ici à Luxembourg. J'ai fait un exposé dense illustré où j'ai montré les grandes civilisations africaines parce que malheureusement, les Africains s'ignorent.
L'histoire de l'Afrique n'est pas enseignée en Afrique. L'histoire de l'Afrique, les Africains, même ce qu'on a aujourd'hui comme historien, excusez-moi, enfin, historien de l'Afrique, je ne parle pas des historiens de façon générale, faire un doctorat à la Sorbonne ou dans n'importe quelle grande université occidentale ne fait pas de vous un historien africain. Ça fait de vous un historien de l'histoire européenne de l'Afrique. Parce que l'histoire de l'Afrique s'est déroulée en Afrique. Et pour pénétrer une civilisation, il faut d'abord en étudier la langue. Un grand chercheur martiniquais qui nous a quittés, Alain Ancelin, disait que la langue est la boîte noire d'une civilisation. Vous avez beaucoup de spécialistes de l'Afrique qui ne parlent aucune langue africaine. Cette imposture, nous devons la dénoncer. Moi, j'ai fait des études supérieures en Europe. Mais c'est quand j'ai commencé à voyager en Afrique que je me suis rendu compte que j'étais un brillant analphabète dans ma propre histoire. C'est ainsi que j'ai décidé d'intégrer ce qu'on appelle les centres initiatiques. Tout à l'heure, le docteur Lopez a rappelé que j'ai séjourné dans 419 Africains. Et encore, j'ai arrêté le compteur en 2011. Je dois peut-être être à 600. Parce que tout le temps je voyage, c'est ma vie. Je suis passionné par l'Afrique. Je peux faire un exposé sur n'importe quel pays africain sans prendre de notes de papier, on peut faire l'expérience. La question est que pendant la colonisation, on nous a infantilisés et infériorisés. Vous avez eu des théoriciens, vous avez toute une littérature abondante pour justifier notre infériorité. Et malheureusement, ce qu'on appelle aujourd'hui intellectuels en Afrique, ils ne peuvent pas faire un exposé sans faire des citations de ces théoriciens racistes, négrophobes, qui nous ont nié notre histoire et civilisation. Je voudrais simplement renvoyer à ceux qui doutent de la grandeur des civilisations africaines de lire deux ouvrages essentiels, pas écrits par des Africains, parce qu'à chaque fois que nous faisons recours à des penseurs, à des chercheurs, des brillants historiens scientifiques comme Cheikh Anta Diop, on dit que nous tombons dans l'idéologie, pour ne pas dire dans l'idolâtrie. Je vais faire l'économie de citer des penseurs nègres pour citer uniquement des blancs, puisque le professeur Cheikh Anta Diop disait que la vérité doit sonner blanche pour être validée. Citons donc les blancs. Je suis très à l'aise dans ce domaine. Rassurez-vous qu'il n'y a aucune volonté de racisme de ma part, parce qu'on a interdit aux Africains d'avoir la légitimité de parler de leur propre continent, y compris de l'histoire contemporaine. Vous remarquerez que à chaque fois qu'il y a une crise majeure dans un quelconque pays africain, les spécialistes ont toujours les autres. C'est comme si les Africains n'avaient pas de bouche pour parler à leur propre place. Donc, parlons de civilisation, je donne des références livresques. À défaut d'illustrer, le premier ouvrage s'intitule The Progress and Evolution of Man du professeur Louis Seymour Bassett-Leke, qui est le seul scientifique occidental dont les travaux scientifiques ont été salués à l'unanimité par la communauté scientifique. Le professeur Leke était un Anglais, fils de colons venus pour christianiser les nègres. C'est comme ça qu'on nous appelait. Donc, pour respecter l'historiographie, excusez-moi, ça fait mal d'utiliser le mot nègre. Mais le professeur Leke a vite été récupéré par l'Afrique, puisqu'il a été en contact avec des jeunes autochtones de son âge, et il a fait sa première découverte archéologique à l'âge de 15 ans. Ce qui va le pousser à opter pour la paléontologie. Et il est l'un des rares grands scientifiques européens à avoir créé une dynastie de paléontologues. Dont son fils, le docteur Richard Leke, qui vient enfoncer le clou en écrivant un ouvrage clé qui s'intitule The Making of Mankind. Et vous remarquerez que l'essentiel de ces ouvrages n'ont jamais été traduits en français, en portugais, en espagnol. Pourquoi? Parce que 95% de la connaissance scientifique est véhiculée en langue anglaise. Ça veut dire que si vous n'êtes pas locuteur de la langue anglaise, 95% des recherches scientifiques vous échappent. Donc il est temps, dans le cadre du Black History Month, donc je voudrais ici interpeller les organisateurs, notamment Madame Hughes, qui est devant nous, que c'est dans le cadre du Black History Month que nous devons disposer assez d'espace
pour pouvoir exposer. J'ai filmé 248 musées dans le monde. Je dis bien 248 musées. Mais les musées en Afrique sont très pauvres, donc il n'y a pas grand-chose à filmer. Les meilleurs musées, je les ai filmés en Occident. Prenez le cas du British Museum, que je connais aussi bien que ma propre maison. La dernière galerie qui a été inaugurée, j'y étais, c'était en 2001. L'African Sainsbury Galleries. Vous avez ce qu'on appelle les overheads. Ce sont des plaques qui ont été volées à Benin City, à ne pas confondre avec la République du Bénin, c'est au Niger. Plus de 7 millions d'objets sont dans les sous-sols du British Museum. Et dans les 7, je ne parle pas de ce qui est exposé, dans les sous-sols, on estime à 7 millions d'objets dans les sous-sols du British Museum. Mais attachez vos ceintures. Sur les 7 millions, la moitié a été volée en Afrique. Je vous donne un autre exemple du cas du Horniman Museum. Le Horniman Museum a été initié par John Frederick Horniman, qui est un vendeur de thé. Il se trouve à Sydenham en Angleterre. Là, vous avez plus de 3000 objets volés en Afrique dans des instruments de musique. Prenons le cas de l'ancien musée royal de Tervuren, aujourd'hui rebaptisé Africa Museum en Belgique. Voyez-vous, on commence à avoir de la reconnaissance. Avant, c'était le musée royal de Tervuren, maintenant c'est Africa Museum. Le fait même qu'on intitule un musée Africa, ça veut dire qu'on a dépouillé l'Afrique de ses biens. Mais regardez la beauté de ces objets. Aux États-Unis d'Amérique, première puissance économique du monde, on a répertorié 113 galeries qui sont dédiées aux objets africains. Donc ça montre bien que l'Afrique a été à l'avant-garde de la technologie, parce que ces objets, on les a fabriqués, on les a conçus. On a eu des métallurgistes, on a eu des tailleurs de pierre, on a eu des sculpteurs, on a sculpté toutes sortes de matières. Et ça, ce sont des choses dont nous devons nous approprier. Donc l'importance de l'histoire, c'est qu'on a beau falsifier un jour ou l'autre, la vérité ressurgit. Je ne voudrais pas abuser du temps parce que, comme je l'ai dit tantôt, trop parler peut conduire au mensonge. Dans ma langue, le Kikongo, on dit Katusani Moma Tasenogwambidi. Ce qui signifie ne faisons pas le boa, faisons la vipère. Parce que le boa, 7 ans, la vipère est plus courte. Autrement dit, trop parler peut conduire au mensonge. Je vais m'arrêter là. Ceux qui seraient intéressés par mes œuvres, j'en ai 54 de mes films DVD qui sont là. J'ai une filmographie beaucoup plus importante que ma bibliographie. J'ai également écrit, j'ai 5 livres disponibles, mais le film, c'est qu'on peut le projeter en public. Il y a des gens qui sont sûrs et mouillés, ils peuvent interpréter des images. J'ai pensé aussi à cela. Donc ce sont des documentaires pédagogiques que j'ai tournés dans différents pays africains. Dans le cas de la Guinée-Bissau, pays où je me suis rendu à plusieurs reprises, parce que la Guinée-Bissau a une bonne partie insulaire qui m'intéresse énormément, parce que c'est là où il y a une très grande biodiversité. Ce n'est pas assez exploité, ce sont des choses que j'ai filmées avec mon drone, sauf que pour publier certains films, il faut des autorisations d'État. Je suis légaliste, donc je ne prendrai pas le risque de... Vous prenez par exemple Bimbia, au Cameroun, qui est l'un des plus vieux sites de trafic négrier. Bimba n'a été découvert entre guillemets qu'en 1987 par des paysans qui étaient en train de cultiver alors que les Portugais s'y étaient installés depuis le XVIe siècle. On oublie parfois même que le Cameroun a été occupé pendant longtemps par les Portugais, puisque c'est eux qui l'ont dénommé pays de crevettes. Donc en gros, Madame Madeleine, vous êtes une crevette. Oui. Donc voyez-vous que la décolonisation mentale aussi passe par la connaissance de soi, de notre histoire, parce que comment au XXIe siècle on peut s'identifier, on n'est pas des fruits de mer, quoi, pour s'appeler Camaro, Ouest, etc. Donc tout cela, c'est très important. Vous avez un pays comme le Congo-Brazzaville, parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. J'ai dit que j'allais faire la vipère, pas le boa, mais la tentation de prolonger un peu ce débat est forte. Mon pays, le Congo-Brazzaville, est le seul pays en Afrique qui a érigé un mémorial de 14 milliards de francs CFA à la gloire d'un colon, Pierre Savarnon de Brazzaville. Voyez-vous que quand un État arrive à dépenser autant d'argent pour glorifier un colon
celui qui a martyrisé nos ancêtres au point de faire de Debraza un humaniste, une icône, ça fait pitié. Je pense que les historiens, cher professeur Angela, on devrait aussi faire des pèlerinages dans les palais présidentiels parce qu'il y a un peu d'aspirateur à passer pour mettre un peu de l'ordre. Donc rendez-vous à Bissau ou à Brazzaville.